100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Bonjour à tous. Pour ce duel des éditorialistes, j'ai en plateau deux confrères de la presse nationale ivoirienne. Jean-Claude Koulibaly du service politique du quotidien Le Patriote et Tchebiche du quotidien LG Info. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors cette semaine, nous revisiterons trois sujets d'actualité. Les manifestations éclatées de la jeunesse de la coalition nationale pour le changement, le procès des 8 officiers de la gendarmerie nationale pour des faits qui remontent à la crise post-électorale. Et puis, nous évoquerons aussi le souhait du président Ouattara de faire partir l'ONUCI entre 2016 et 2017. Bonjour à tous. Alors, quelle lecture faites-vous, messieurs, de ces premières manifestations éclatées de la jeunesse de la coalition nationale pour le changement? Je commence par Jean-Claude. Ouais, moi, je pense que, dans le principe, puisque nous sommes dans un espace démocratique, une marche en elle-même n'est pas mauvaise. Mais la marche, comme on le dit dans un état de droit, est soumise à des règles. La marche, surtout en Côte d'Ivoire, est soumise à une autorisation préalable. Et donc, il y a des jeunes qui ont décidé de marcher, des jeunes qui sont proches de l'opposition. C'est normal. C'est normal. Mais ce qui cloche, c'est que ces jeunes n'ont pas eu le quitus au niveau des décideurs, surtout du ministère de l'Intérieur qui gère véritablement la question. Et donc vous avez vu véritablement qu'il y a eu des débordements. Il y a eu un mort, il y a eu plusieurs blessés. Est-ce que si on les avait autorisés, à marcher, oui, est-ce que ça n'aurait pas évité ces débordements-là? Je le pense, je crois bien. C'est parce que vous savez que lorsque les marches sont autorisées, surtout les marches de l'opposition, dans une démocratie, ces marches sont encadrées. Ouais. Ces marches sont encadrées par les forces de l'ordre. Et vous voyez que quand on sent qu'il y a des débordements, bon, les forces de l'ordre interviennent pour éviter qu'il y ait trouble à l'ordre public. Et je pense que cette marche, à 5 mois des élections, pour véritablement les revendications que ces jeunes-là réclament, est vraiment inopportune. Alors, est-ce que c'est le point de vue de Tchebiche? Je dirais plus ou moins. Je pense que les libertés individuelles sont inscrites dans la Constitution. Donc ces jeunes gens voulaient jouir de leur liberté, leur droit constitutionnel pour exprimer leur désaccord sur un certain nombre de points de la politique nationale. Il se trouve que le gouvernement n'a pas autorisé cette marche. La question c'est pourquoi? Pourquoi ne pas autoriser une marche? Est-ce que vous pensez que si le gouvernement avait autorisé cette marche, ça aurait évité ces débordements-là? Je pense rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce qu'il y a eu des marches autorisées où il y a eu des débordements. Ce n'est pas là le problème. Le problème qui se pose encore une fois, ce n'est pas le problème d'autoriser ou pas des marches, c'est le problème d'éducation politique. Quels sont ceux qui ont perpétré cette violence-là? Celui qui a été tué à Guiglo, ce sont les militants du RDR. Et s'ils avaient eu quand même une éducation politique, que l'opposition pouvait marcher, il n'appartient pas au RDR de s'opposer à une marche. Si ça n'a pas été autorisé, il appartient à la police. Vous remarquerez bien que la police a utilisé des moyens conventionnels, les gaz lacrymogènes. Mais à Guiglo, il a été tué par arme blanche. La police n'utilise pas d'arme blanche pour essayer de disperser les manifestants. Ce sont d'autres manifestants, qui sont des revendiques du RDR qui ont fait ce travail. Et sur ce plan-là, je voulais intervenir pour rectifier quelque chose, pour dire que à Tchebiche, que en fait, ce n'était pas des militants du RDR comme il le dit. Il y a eu véritablement des échauffourées, en tout cas, non loin du marché de Guiglo, entre les manifestants et les commerçants. Et ça, c'est connu de tous, en tout cas dans cette ville. Il y a eu des manifestants qui ont essayé véritablement de troubler la quiétude des commerçants, en tout cas au marché. Donc il y a eu ce qu'on appelle des affrontements. Et c'est à l'issue de ces affrontements que véritablement il y a eu
le mort que nous tous on déplore. Donc il ne faut pas véritablement dire que c'est les militants du RDR. Il n'y a pas eu des individus, par exemple, qui ont porté, il n'a pas estampillé. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il avance? Ils ont produit des déclarations pour dire que... Quand on n'a pas les preuves de ce qu'on avance, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des accusations aussi graves. Non, ce que je vais dire. Il faut faire attention. Alors on va laisser parler... Je pense que mon ami Koulibaly veut essayer de noyer le poisson. Je vais te dire clairement qu'il y a eu des déclarations des jeunes du RDR. Ces déclarations sont disponibles. La contre-marche, ça veut dire quoi? Oui, mais ça ne fait pas de les meurtriers, véritablement, de ce manifestant. Il faut faire attention. Oui, sauf parce qu'il y a eu la déclaration qu'ils sont les auteurs. Je pense que... Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Si je décide de marcher et que toi, tu dis que tu vas faire une contre-marche, qu'est-ce que tu recherches, à la vérité? Sur cette contre-marche. Oui, mais j'ai dit, ça ne fait pas de moi un meurtrier. Tu cherches quoi? Voilà, non, faire la part des choses. Est-ce que ça fait de lui un meurtrier? Le problème, ça ne fait pas de lui un meurtrier, mais quand il y a des déviations, pourquoi on dit aujourd'hui que l'opposition a perturbé l'ordre public? C'est parce que les éléments de l'opposition étaient dans la rue. Mais peut-être que l'ordre public a été perturbé par quelqu'un d'autre. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a perturbé cet ordre public-là, forcément, la responsabilité sera incombée à l'opposition. Alors, il y a eu un gros cafouillage quant au bilan. Les responsables de la marche nous ont annoncé 4 morts. Officiellement, selon le gouvernement, il s'agissait d'un mort qu'on déplore tous. Alors, je vous fais écouter le porte-parole de la jeunesse de l'opposition qui a organisé cette marche. Il s'exprimait jusqu'à ce que la police intervienne pour mettre fin à la conférence de presse. On l'écoute. Nous sommes donc aujourd'hui réunis ici, dans le siège du mouvement Solidarité pour Gbagbo Laurent. C'est un mouvement des Ivoiriens qui ont donc décidé de se mettre ensemble pour lutter pour la cause de Gbagbo Laurent. Et donc, comme la CNC a dans ses objectifs la libération du président Gbagbo Laurent, c'est pourquoi nous faisons des réunions tournantes. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans ce local-là pour tenir cette conférence de presse. Le jeudi 21 mai 2015, la Coalition nationale de la jeunesse pour le changement a projeté pour hier, mardi 9 mars 2015, une journée nationale de protestation. Il était question pour la CNJC de signifier son agacement face aux agissements du gouvernement qui veut à tout prix mettre un terme au processus de démocratisation de notre pays. Il s'agit précisément de dénoncer l'injustice et la confiscation des libertés individuelles et collectives, l'instauration de la pensée unique promue par la radio-télévision diffusion ivoirienne RTI, la volonté de confiscation du pouvoir à travers une commission électorale indépendante à la solde du candidat Ouattara, la promotion de la misère à travers l'augmentation abusive des denrées de première nécessité et la destruction systématique des très petites entreprises qui nourrissent plus de 70% de la population. En termes de bilan de la journée d'hier, il est à noter que les marches de protestation ont eu lieu malgré les intimidations dans la quasi-totalité des localités ciblées, notamment Yopougon, Cocody, Marcory, Abangourou, Aboasso, Bonoua, Divo, Gagnoa, Daloa, San Pedro, Soubré, Guiglo, Kounfao et plusieurs autres localités. C'est le lieu de féliciter les Ivoiriens pour leur détermination et leur mobilisation exemplaire. Au cours de la journée d'hier, je prie. Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît. Revenez juste pour arrêter ce qui s'est passé ici maintenant. Ok. Allons-y. On va prévenir la police.
Alors, on venait d'écouter le porte-parole de la jeunesse de la coalition nationale pour le changement. Comment réagissez-vous à ces propos, Jean-Claude? Non, moi je pense que ces propos, bon, comme il a dit, il est le porte-parole. Donc, ces propos n'engagent que lui, parce que dans ces propos, je ne partage pas certaines choses. Il dénonce la caporalisation des médias publics, oui. Entre autres. Je pense que, bon, les marches, c'est-à-dire que les manifestations, tout ce que l'opposition fait, je pense que n'a jamais été censuré à la RTI. Sauf si véritablement, certains estiment que lorsqu'on fait une marche qui n'est pas autorisée, on doit filmer cette marche. Là, j'ai dit qu'il y a un problème. Et si la marche même n'est pas autorisée, comment voulez-vous que cela passe à la RTI, à la télévision nationale? Mais donc, il n'y a un problème. Il n'y a pas que cette marche. Et puis, il n'y a pas cette marche. Et puis, il souhaiterait plus de débats, par exemple, sur les chaînes... oui. Oui, les débats, ça ne relève pas des décideurs. Je le dis, ça ne relève pas véritablement du gouvernement. Ça relève vraiment d'une organisation interne au niveau de la RTI. C'est la RTI qui décide. Dans sa ligne éditoriale, bon, on va faire tel débat avec tel individu ou tel parti politique différent. Maintenant, moi, ce qui m'a sidéré... Vous savez que ce n'est pas aussi simple. Bon, écoutez, vous allez me dire que peut-être qu'au niveau, en Côte d'Ivoire, surtout dans les médias publics, les journalistes ne sont pas suffisamment responsables pour pouvoir organiser ce genre de débat. Je ne vais pas parler de responsabilité. Voilà. Mais je me rappelle qu'en 2010, il y avait déjà ce débat que soulevait déjà l'opposition face à Laurent Gbagbo. Oui, parce que... Et finalement, on n'a pas avancé. Non, parce que au niveau de... lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, à ce niveau-là, il était difficile, en tout cas à l'opposition de l'époque, pour avoir accès. Et c'est la même chose. Et je vous assure que c'est pourquoi les gens sont au pouvoir. L'opposition reproche au pouvoir des débats, l'absence de débats contradictoires à la télé. Et ça, j'ai dit, l'organisation de l'absence de débats contradictoires à la télé n'incombe pas, en tout cas au gouvernement, et n'incombe pas aux décideurs. Mais ce que je veux dire à ce niveau, sous Laurent Gbagbo, nous tous, on a été témoins ici, véritablement, du boycott, de la censure, véritablement, de l'opposition de l'époque. Au point que les gens ont été obligés d'aller jusqu'à Pretoria pour en discuter. Ça vous dit combien de fois, véritablement, sous Laurent Gbagbo, ce que, en tout cas, le porte-parole de la jeunesse, moi, je suis content qu'il en parle aujourd'hui, mais il faut se souvenir d'hier. Et pour revenir un peu sur l'un des points qu'il a déploré en ce qui concerne véritablement le régime actuel, il parle de destruction de petites et moyennes entreprises. Mais nous savons véritablement qui a détruit les moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. On se rappelle un peu des événements de novembre 2004 qui a véritablement fait voler en éclats l'économie ivoirienne. Donc je pense qu'il faut faire attention aux mots que l'on choisit et qu'on utilise. Okay. Alors, moi j'ai regardé l'élément et je suis maîtrisé dans ma chair de voir que des policiers s'introduisent dans des domiciles sans un mandat et ils demandent à des gens de les suivre. Vous pensez que dans une démocratie, on peut s'introduire dans la cour de quelqu'un sans un mandat? Vous voyez? Ça, c'est la démocratie. Je vois un peu toute la gymnastique que fait Koulibaly pour essayer d'expliquer que ce pouvoir... Il n'y a pas de gymnastique. Voilà. Non, c'est toute une gymnastique. Voilà. Quand il parle de pauvreté, ce n'est pas lui qui le dit. La Banque mondiale a récemment déclaré une pauvreté inquiétante en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Daï qui... Mais ce n'est pas nouveau. Non. Il a parlé de pauvreté, vous êtes en train de dire. Voilà. Vous parlez de caporalisation des médias publics. Moi, mais je ne vais même pas aller sur ce débat-là, parce que chaque pouvoir qui arrive tente à sa manière de caporaliser les médias publics. Donc, je n'ai même pas fait le débat. Mais quand il veut faire croire le contraire, c'est ça qui est grave. Faire croire que ce pouvoir-là reçoit l'opposition sur ces plateaux, discute avec eux. L'émission sur la presse, elle est passée où? Il a fallu que quelques éditorialistes critiquent le pouvoir, le régime en place, qu'on supprime l'émission. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de liberté d'expression? La liberté d'expression est piétinée, bâillonnée sous le régime Ouattara. Ça, c'est une évidence. Mais
C'est une évidence. Mais votre journal passe tout son temps véritablement à critiquer le président Ouattara. Donc quand vous dites que la piétinée est baïonnée, là je ne comprends pas. Vous savez on ne vous a jamais mis en prison. Non, vous avez été suspendu véritablement pour manquement à la déontologie, c'est différent. Quand le CNP est là pour ça. Laurent Gbagbo dit les noirs, c'est du journalisme ça. Oui, mais à l'époque on a été sanctionné. Et voilà, le patriote a été sanctionné. Donc quand on enfreint aux règles déontologiques, il faut s'attendre à des sanctions. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, dites les noirs, on va avoir des ennuis. Non, vous ne serez pas en prison. Mais en tout cas, le CNP sera là pour vous, pour appeler à l'ordre, c'est tout. Alors, voilà, très bien. Il y a eu également, suite à cette marche, la réaction du gouvernement. Je vous propose d'écouter le ministre Bruno Koné, juste au lendemain, justement, de ces manifestations. Le ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, en liaison avec le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle est relative aux manifestations qui ont été organisées hier, 9 juin 2015, par des groupes d'individus. Ces manifestations ont concerné exactement 8 localités, donc Yopougon, Cocody, Agboville, Dabou, Abangourou, Bonois, Daloa, Gagnoa et Guiglo. Ces manifestations ont mobilisé seulement quelques centaines de personnes. Dans l'après-midi, le calme était revenu partout, et puisque les forces de l'ordre ont dispersé ces manifestations. Néanmoins, il y a eu un décès à Guiglo. Il est important de souligner que ce décès est la conséquence d'affrontements entre manifestants, entre les manifestants d'une part et les commerçants et transporteurs d'autre part, qui voulaient, eux, exercer leur activité. Cette personne a d'ailleurs été tuée par une arme blanche. Aller troubler l'ordre public sans autorisation dans la rue, appeler au trouble de l'ordre public, puisque dans certaines localités, certaines personnes avaient des mégaphones, etc., ben ça s'appelle une insurrection. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont simples, qu'il est important que les gens sachent, pour ne pas demain, sous le coup de la loi, venir dire oui, nous avons été arrêtés dans le cadre politique, etc., etc. La politique, c'est une chose, le respect des lois, et cela se fait dans tous les pays, est une autre chose. Alors, on a écouté Bruno Koné, il a parlé entre autres d'insurrection. C'est quand même grave. Ce n'est pas grave, c'est gravissime. Je pense que le ministre Nambagné Koné Bruno a eu des difficultés pour aborder cette question. Vous avez regardé un peu son mimique, il est un peu gêné, parce que même il est gêné à son fort intérieur, il sait que... Ça, c'est votre façon d'interpréter les choses. Oui, c'est ma façon d'interpréter, mais tu vois toute la difficulté, on avait l'impression qu'il portait des gants pour parler. Cela est dû certainement au fait que le RDR, même s'il n'est pas trop militant assidu du RDR, dans l'opposition, avait fait pire que ça. Il n'avait même pas eu plusieurs fois, le RDR avait fait des manifestations éclatées sans autorisation préalable. C'est vrai, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais quand il parle d'insurrection... C'était pas aussi simple du temps où le RHDP était dans l'opposition. C'était pas tout le temps simple. Il y a eu des marches. Oui, il y a eu des marches, mais c'était pas simple non plus. Oui, mais on n'a pas perdu la mémoire. Ça, ce n'est pas aussi simple, puisque la police a maté les manifestants, entre guillemets. Voilà. Ce qui est dangereux, c'est quand on a vu l'émission, bon, j'ai vu maintenant comment on a essayé de prolonger la version officielle, affrontement des manifestants. Ce n'est pas ce que nous avons comme information. Donc ce qu'a dit le ministre Koné ça se détache vraiment de la réalité, de la vérité sur le terrain. Alors, Jean-Claude. Oui, en tout cas, sur cet élément-là, je leur dis une chose. Le ministre Koné Bruno a parlé d'insurrection parce qu'il estime que dans un État organisé, lorsque vous décidez, après qu'on ne vous ait pas, en tout cas, autorisé à marcher, mais c'est ce qu'on appelle l'insurrection. Parce que vous prenez le dictionnaire,
vous regardez la définition du mot insurrection, c'est ce qu'il vient de décrire. Il a dit que les organisateurs, en tout cas, ont commis des infractions. Et ça implique ce qu'on appelle des poursuites. Et tout à l'heure, en tout cas, mon confrère avait parlé d'une éviction des forces de l'ordre dans un domicile sans mandat. Je vais rappeler que, en tout cas, sous Laurent Gbagbo, ces mêmes forces de l'ordre, en tout cas, faisaient des émissions dans des maisons, mais ce n'était pas pour arrêter, pour interpeller comme on le voit ici. En tout cas, c'était pour trucider les gens. Il y a eu des personnes qui ont été extraites de chez elles et qui ont été, après qu'on a retrouvé, vraiment abattues, mortes. Donc, pour dire qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on veut être donneur de leçons, il faut faire très attention. Comme vous l'avez dit, nous n'avons pas la mémoire courte. Sous Laurent Gbagbo ici, les marches étaient interdites. On n'autorisait seulement que les meetings. Et comme on a bien précisé, les meetings en lieu clos. Et donc, en fait, l'opposition ne faisait que des meetings dans les stades. Et dans les salles, on faisait des conférences. Mais pour les marches, c'était interdit. Il y a eu plusieurs décrets qui ont été pris par Gbagbo pour interdire les marches. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas, comme je le dis, s'ériger en donneur de leçons et d'être amnésique. Il faut faire très attention. Est-ce que quand on s'inscrit dans cette spirale de... Voilà, on a subi ça, on vous rend la monnaie. Est-ce qu'on en sort finalement? L'opposition, à part cette marche, ces marches qui ont été, qu'on appelle ça interdites, n'ont pas été autorisées. Voilà, n'ont pas été autorisées. Il y a eu des marches. Oui, il y a eu des marches. Il y a eu des meetings à Figayo. Oui, récemment, à Figayo. Quel était le bilan? Récemment, Sangaré était à Figayo. Il ne faut pas parler. Donc, il ne faut pas. La marche du 21 janvier 2012 à la place Figayo, elle a été autorisée, la rentrée politique du FPI. Le FPI uni, pas le FPI désuni, pas le FPI d'AFI. Mais il y a eu combien de morts? Il y a eu un mort. Donc, il ne faudrait pas qu'ils disent donc, que c'est la faute. Les choses... Le fait qu'il y a eu des morts, est-ce la faute? Et le chef de l'État en mission en France a dit... Est-ce que c'est la faute au gouvernement? Ce sont les récriminations. Un chef d'État, ce sont les récriminations des maîtrissus et autres, des populations qui sont en train de se refouler. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Vous pensez que si demain, des gens qui sont en train de subir ce martyr-là... Donnez-moi véritablement les références de ce que vous venez de dire. Ce n'est pas vrai du tout. Le président Ouattara n'a jamais dit ça, c'est pas vrai. Le président Ouattara a été interrogé à l'issue de cette marche. Et il y a eu même les événements de Naïbli. Il a fait la même déclaration, Naïbli. Où il y a eu un camp de réfugiés a été rayé de la carte de l'Ouest. Il a fait la même déclaration. Je pense qu'il tente toujours d'expliquer ces violences-là. Des affrontements. Des affrontements. On va continuer ce débat. Est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'il y ait, avant les prochaines présidentielles, de vives tensions, comme on a commencé par les vivre maintenant? Est-ce que vous ne redoutez pas cela? Non, moi je ne redoute pas. Je pense que les élections vont bien se dérouler. Je pense que ce qui s'est passé tout à la dernière fois avec la marche de la jeunesse de l'opposition, vous avez bien vu, comme on appelle ça, la mobilisation squelettique qui a eu cours. Il y a eu seulement quelques centaines d'individus qui ont essayé véritablement de troubler la quiétude des Ivoiriens. Et je pense que c'est normal, c'est de bonne guerre, parce que d'aucuns savent très bien que si le processus électoral suit son cours normal, mais le président Ouattara sera réélu. Donc il y a beaucoup, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. On en reparlera. Ils le feront, mais en tout cas, rien ne se passera. Alors, oui, alors, Tchébiché. Je suis d'avis avec vous, hein, quand vous avez des appréhensions, des craintes par rapport aux joutes électorales à venir, parce que les signaux montrent clairement que là, on va droit dans le mur. Parce que là, il parle d'une manifestation, il parle de quelques éléments. Pour nous qui sommes scientifiques, on s'est retrouvés dans la presse par accident, même si ton doigt même te fait mal, tout le corps va s'en ressentir. Ça veut dire s'il y a quelques éléments qui sont dans la rue, il faut les écouter. C'est le message qui est important. Ce n'est pas la quantité de personnes qui portent le message. Si le président Ouattara n'a pas disséqué ce qui vient de se passer, bon, ça sera dommage. Mais il y a des raisons réelles de craindre que les élections à venir seront tumultueuses. Alors, c'est dans cette ambiance qu'est revisitée aujourd'hui la liste électorale, et déjà l'opposition, pratiquement dans son ensemble, dénonce une fraude sur les cartes nationales d'identité. Jean-Claude. Vous savez que ce discours-là, ce n'est pas un discours nouveau. Quand il s'agit du FPI qui est aujourd'hui dans l'opposition, souvenez-vous de 2000.
il y a eu véritablement une conférence du Front patriotique à l'époque, qui avait été animée à l'ex-Haïta ici par Laurent Gbagbo, où on parlait déjà de fraude sur les cartes nationales d'identité. Souvenez-vous aussi en 2010. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. En 2010, c'était la même chose. C'est-à-dire, avant qu'on ne lance les audiences foraines, oui, bon, voilà, on va donner des jugements supplétifs à des étrangers. Ensuite, après, quand on a fini les audiences foraines avec tout ce que cela a comporté comme incident, on est tombé dans l'enrôlement. On a eu des valises d'enrôlement qui ont été, en tout cas, volées par certains sympathisants de l'opposition, des militants de l'opposition. Et, pardon, je dis du pouvoir à l'époque, pas de l'opposition, parce que l'opposition maintenant, mais à l'époque, c'était au pouvoir. Très bien, c'est pas le point de vue de Tchaditche. Je ne vais pas endosser l'appel de l'opposition, je vais simplement m'inquiéter du processus électoral. Est-ce que, selon vous, il y a véritablement une fraude? La fraude, ce n'est pas... On a pris une femme à Gagnoa, dans la région de Gagnoa, avec de fausses pièces d'identité. Ça, c'est un fait que Koulibaly ne peut pas nier. Non, non, il n'y a pas... sur le nombre de cartes saisies, on parlait de 500 000. D'autres parlent de 5 000. Bon, ça, c'est un fait. Les nouvelles cartes, là on a saisi une dame en possession des cartes d'élection. Ça, c'est un fait. Non, mais ça, je vais vous expliquer dans quelles circonstances. Non, ne dites pas que c'est une fraude. C'est pas parce que vous avez saisi un individu avec plusieurs cartes nationales d'identité. Ah, c'est pas que vous allez... Non, mais... Et quelqu'un qui n'est pas habilité à disposer de ces cartes, il fait quoi avec ces cartes? Non, je suis désolé, mon ami. Je suis désolé, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous me voyez avec des sacs et des cartes nationales d'identité. Ces cartes nationales d'identité dont vous parlez, ces cartes nationales d'identité dont vous parlez ne sont pas de... Non, alors, je prends les circonstances, donc faites attention. Alors, revenons au débat. Voilà. Je reviens au débat pour dire simplement que... c'est pour cela que je n'ai pas voulu endosser. Moi, c'est le processus électoral. Il se trouve qu'il y a beaucoup des Ivoiriens, je parle en termes des Ivoiriens, qui ne sont pas encore d'accord avec le processus. Et qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment, le net sentiment qu'il y a des gens qui continuent d'aller, ils avancent. Et demain, quand ça va déboucher sur une guerre, on dira oui, non. Mais quelque part, la Constitution prévoit que les élections, c'est en octobre. Oui. Et si on ne fait rien maintenant, quand est-ce qu'on va aux élections? Non, il y a la Constitution. Vous ne pouvez pas mettre en péril la vie d'une nation par rapport à des élections, par rapport à ce que la Constitution dit. La Constitution, je voulais souligner une chose. Vous avez vu, bon, il a fait ce qu'on appelle un aveu à demi-mot tout à l'heure. Il a dit, quand on va continuer comme ça, et après ça va aboutir sur véritablement une grave crise. Bien sûr. Et ça, c'est un constat. Non, mais en fait, le rôle de l'opposition aujourd'hui, c'est quoi? Le rôle de l'opposition, ce n'est pas d'obtenir, comme je l'ai dit, des conditions maximale, de bon développement des hommes. Mais c'est de faire croire à l'opinion nationale et internationale que véritablement les choses ne se font pas dans les règles de l'art. Et donc, pour mieux contester demain les résultats. Parce qu'ils savent véritablement qu'ils sont battus d'avance. Alors, voilà pourquoi, au lieu de se plaindre. Alors, on va continuer ce débat. Deuxième thème de ce rendez-vous, le procès des 8 officiers de la gendarmerie national, un procès pour des faits qui remontent à la crise électorale. Alors, les commandants Jean-Noël Abbaye et Anselme Yaposeka font partie des accusés, mais d'entrée de procès, la défense a estimé que le tribunal militaire n'était pas à même de juger ces officiers de gendarmerie qui, selon la loi, sont également des officiers de la police judiciaire. Et donc, il appartiendrait normalement à la Cour suprême de désigner la juridiction capable de les juger. On écoute Raoul Gorebi, un des avocats de la défense. Nous avons estimé que le tribunal avait été mal saisi parce qu'il s'agissait d'officiers de police judiciaire dont la régularité de la saisine est soumise par d'autres procédures que celles utilisées par le tribunal militaire, c'est-à-dire ils ont la
même protection que les magistrats et les autres hommes de cour. Donc seule la Cour suprême est compétente pour pouvoir décider des juridictions de jugement en ce qui les concerne. Nous n'avons pas été suivis. Nous avons dit que l'ordre de poursuite qui met en mouvement l'action publique ne visait pas des faits de désertion, alors que sur réquisitoire supplétif, le commissaire du gouvernement l'a fait. C'était que ces actes-là antérieurs à la comparution avaient déclaré nuls. Nous avons dit que l'ordre de poursuite aussi ne visait pas certains prévenus et que cela ne pouvait pas valablement comparaître ici. Mais le tribunal a estimé que tous ces éléments-là devraient être attaqués au moment où l'ordonnance de renvoi par devant lui de ces prévenus-là a été prise. Mais encore faudrait-il qu'on ait la preuve qu'elles ont été notifiées. Ces ordonnances n'ont été notifiées à personne, de sorte qu'on n'avait même pas le pouvoir d'exercer ces voies de recours devant la chambre de contrôle. Mais encore que, même si cela n'a pas été fait, pour nous, ce n'est pas une cause qui doit permettre à ce tribunal-là de pouvoir déclarer irrécevable nos exceptions, parce qu'il s'agit d'un tribunal qui c'est une cour d'assises. Et la cour d'assises est la plénitude des juridictions. Ça veut dire qu'elle a le pouvoir de faire tout ce que peut faire toute autre juridiction. Alors donc, la cour d'assises a le droit, s'il est vrai que seule la chambre de contrôle peut connaître des recours contre les ordonnances des juges d'instruction militaire, mais la cour d'assises ayant plénitude des juridictions à ce pouvoir-là et devait statuer sur la question. Nous allons rapidement soumettre cette décision à la censure du juge suprême. Nous allons exercer un pouvoir en cassation et dans l'espoir que le droit sera dit, puisque là-bas c'est en droit qu'elle statue. Mais nous avons respecté la décision du juge. C'est une décision, il faut la respecter. Même si on n'est pas d'accord, on la respecte et on fait nos voies de recours. C'était maître Raoul Gorebi au micro de Irène Bailly et Landry Flan. Alors, c'est la deuxième grosse vague de procès des militaires des suites de la crise post-électorale. Et encore une fois, ce tribunal ne jugera pas l'affaire de la tuerie des 7 femmes d'Abobo, qu'ici nous a confié qu'il appartient plutôt au tribunal civil de s'en occuper. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude? Non, moi je pense qu'il a fait un développement au niveau de la procédure et finalement il a donné lui-même sa propre conclusion. Il a dit bon, c'est une décision qui a été prise par le juge, on la respecte. Voilà. Et aujourd'hui, le procès suit son cours. Les principaux inculpés sont entendus. Donc je pense qu'à ce stade vraiment de cette affaire-là, il ne faut pas revenir encore sur, je pense, des mesures ou sinon en tout cas la procédure. Et il a dit également qu'il n'hésiterait pas, ils vont saisir la Cour de cassation. Oui, non, c'est leur droit, c'est le plan, c'est leur droit. En tant qu'avocat de la défense, hein, c'est leur droit. On a comme l'impression qu'il y a quand même une sorte de difficulté à aborder la question de la tuerie des 7 femmes d'Abobo. Ça fait déjà 2 procès militaires. On nous a annoncé qu'on en parlera, on jugera de cette affaire. Et encore une fois, finalement, ici confie que c'est un tribunal civil qui s'en occupera. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela dénote simplement de la complexité de cette affaire, parce qu'au moment des faits, il subsistait à Abobo plusieurs armées, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait le FDS-CI, il y avait le commando invisible, et il y avait quelques éléments de FRC et qui ne s'entendent toujours pas avec Ibrahim Koulibaly. Donc, quand on a plusieurs armées sur un théâtre d'opération, bien évidemment, c'est complexe de déterminer qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Donc, c'est très difficile. Mais moi, je m'en tiens à Leslie Varenne, au livre de Leslie Varenne, journaliste européen, suisse, qui était sur le terrain, qui a à Bobo Laguerre. Voilà, à Bobo Laguerre. Et elle a dit qu'il est pour l'instant exclu que les chars qui venaient du camp commando d'Abobo, il est exclu que ce soit ces chars-là qui aient tiré sur les dames parce qu'elles ont reçu les balles dans le dos. Et en même temps, ce n'est que son point de vue. Ce n'est que son point de vue. Ce que je veux, sur la question, je veux... Non, je n'ai pas compris. Jean-Claude n'a pas fini. Et sur la fois passée, avec sur le début du procès, le commandant Abbaye a dit, dans sa déposition, que j'ai dit au Premier ministre que les chars qui étaient là, ce n'étaient pas les chars de la gendarmerie, mais les chars de la BAE et de la garde républicaine.
Vous voyez comment ça devient complexe. Ouais. Voilà. Donc, mais dire que ce sont les chars qui sont sur le terrain, ça ne veut pas dire que ce sont les chars qui ont tiré. Parce qu'on peut être sur un terrain sans tirer. Non. Voilà. Sur la question, je pense qu'Abéi a été clair. Pourquoi tant de difficultés à aborder? Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des éléments filmés. Vous savez, il y a eu des éléments filmés et ces éléments filmés montrent clairement que ce sont deux chars, c'est-à-dire un char de la BAE et un char de la garde républicaine. C'est ce qu'a révélé justement le commandant Abéi lors de son audition. Il a dit clairement, puisque à l'époque, les gens disaient que bon, il est le commandant de, en tout cas la brigade blindée de la gendarmerie, mais on disait que c'était lui et ses hommes qui avaient fait le coup. Et donc, il est revenu encore sur l'élément filmé. Il a dit... L'élément filmé pour dire, lorsque vous regardez le film des événements, l'élément filmé, vous vous rendez compte, ceux qui ouvrent le feu sur les manifestants... Non, il n'a pas dit ceux qui ouvrent le feu. Non, mais c'est-à-dire que quand tu regardes le... Il n'a pas dit ceux qui ouvrent le feu. Malheureusement, vous n'avez pas, on appelle ça l'élément filmé ici. On ne peut sinon, pas lorsqu'on regarde l'élément... On n'était pas autorisé à filmer. Voilà, non. Lorsque vous regardez l'élément filmé, moi j'ai vu l'élément filmé. Lorsque vous regardez l'élément filmé, vous voyez que pendant le passage des deux chars, les deux chars qui passent, il y a des tirs. Et lorsque vous regardez les tirs, ce qui est estampillé, comme on le dit, sur ces chars, ce n'est pas la gendarmerie, c'est la BAE et la garde républicaine. Voilà. Donc c'est clair. Voilà. Il est clair que ceux qui ont fait le coup sont connus. Voilà. Il est clair que ces dames-là ne sont pas tombées comme ça. Il est clair qu'au moment où ces dames tombaient, où ces dames ont été tuées, ce sont deux chars, en tout cas des SFDS qui passaient. Voilà. La vérité est en train d'éclater et aujourd'hui, maintenant le problème c'est qui a ordonné. Qui a ordonné, là c'est la question. Je pense que c'est un peu complexe. Quand je dis c'est complexe, j'ai choisi vraiment le mot. Vous savez, vous pouvez, deux chars peuvent passer, des gens peuvent être embusqués, ils peuvent tirer. Et ça dit que c'est les deux chars qui viennent de passer qui ont tiré. Il faut faire l'étude balistique. C'est visible. C'est très simple. C'est très visible. C'est très simple. Où sont les corps de cette femme? Il faut faire l'étude balistique. Le char, là, quand il tire, là, quand il a l'étude balistique, l'arme qui est sortie, là, on peut déterminer que ce char. Vous êtes toujours dans le négationnisme, alors que les militaires que vous avez instrumentalisés hier sont en train de dire la vérité. Et il demande encore le corps. Il ne nie même pas que les dames. Mais il n'a même pas dit. Il ne le nie pas. Il n'a même pas dit que c'est les chars là qui ont tiré. Voilà, c'est ceux qui ont fait le coup. Non, il a simplement dit, je reprends la déclaration, il a dit que les chars qui étaient dans le film sont les chars de la BAE et de la garde républicaine. Mais pourquoi il le dit, à votre avis? Moi, je n'interprète pas ce qu'il veut dire. Voilà, je veux dire que si on veut avoir la vérité. Le commandant Abéi sait pertinemment que les tirs provenaient de ces deux chars. Voilà pourquoi il a dit que ce n'était pas les chars de la gendarmerie, mais les chars de la BAE et la garde républicaine. Déjà, le procès en cours, ce n'est pas le procès de cette femme d'Abobo. On va rapidement passer alors au troisième thème de ce rendez-vous du duel des éditorialistes. Le chef de l'État, lors de sa dernière tournée dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Odiéné, a annoncé de faire partir l'ONUCI à l'horizon 2016-2017. Alors avant d'en parler avec vous très rapidement, voici ce que les Ivoiriens en pensent. Ils s'expriment au micro de Jean Jaurès Tabi et de Mélène Méléi. Alassane Ouattara, il ne peut même pas. Il a quel couille pour faire partie de l'ONUCI? L'ONUCI est son papa. Ils sont de même père, même mère, peut-être même pas même village. Il ne peut rien contre l'ONUCI. Ça, c'est juste pour nous mettre du beurre dans les yeux, comme pour dire les Ivoiriens, je travaille pour vous. Quel rôle l'ONUCI joue en Côte d'Ivoire? Ça, d'abord, il faut se poser cette question. Moi, cette question, je me la pose. J'aimerais que le président même m'explique cela. Puis bon, son départ, pourquoi son départ maintenant? Puisque le président même les a sollicités pour pouvoir être au pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit les garder jusqu'à ce que son mandat finisse. Donc au lieu qu'on les prenne aujourd'hui, on les laisse demain, mieux vaut les garder pour de bon. L'ONU, au cours de la crise, qu'est-ce que son importance a apporté au fait? Bon, moi je pense que l'ONU doit rester encore, puisque les votes sont proches, l'ONU doit assurer encore la sécurité pour un bon moment. Nous, on n'a pas besoin de leur sécurité. Nous-mêmes, les Ivoiriens, on fait notre sécurité. Quand on partait à l'hôtel Ivoire, qui faisait notre sécurité? C'est nous-mêmes. On n'a pas besoin de la sécurité des étrangers. Nous-mêmes, là, on fait notre sécurité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne, nous sommes réunifiés. Donc aujourd'hui, si l'ONUCI s'en va et que nous,
on peut quand même sécuriser notre pays, organiser les élections libres et transparentes. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose et c'est déjà un pas. On n'a pas d'armée. On n'a pas d'armée. L'ONU s'en va, c'est trop tôt. Même avec la présence de l'ONU, il y a encore l'insécurité. Donc le départ de l'ONU, ça ne fait que aggraver encore l'insécurité. Moi, je pense que c'est trop tôt. Si le chef de l'État demande à ce qu'il parte, peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas eu trop d'importance, mais peut-être qu'il a vu qu'au niveau de la paix, il y a eu une amélioration, qu'on n'a plus besoin d'eux. Pour qu'il y ait une paix vraiment stable ici, il faudrait que ça vienne de nous d'abord. Ça ne doit pas venir de l'ONU. C'est vrai, ils sont là pour assurer la sécurité. Mais moi, je pense qu'il n'y a plus de problème à se faire ici sur ce point de sécurité parce que les Ivoiriens sont des gens paix avec eux-mêmes. Au fait, quand il y a l'ONU dans un pays, on a en même temps une idée arrêtée du fait que l'ONU sont venus peut-être pour améliorer la sécurité au niveau du pays. Mais si on parle de paix, qu'on veut se relever au niveau de la paix, je trouve bien qu'ils puissent partir. Bon. Même après le départ de l'ONU, on va toujours se rappeler de la crise. Hein. On a connu le Rwanda, on a connu le Burundi, on se rappelle toujours de la crise, on se rappelle toujours du génocide. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va penser au départ de la chose, on va oublier la crise. Il n'y a pas de problème, de toute façon, l'ONU ici, ils étaient là pour lui le surveiller et surveiller les ressortissants français. Donc, s'ils peuvent assumer, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Voilà, ça c'était les points de vue des Ivoiriens à propos de cette idée de faire partir ou non l'ONUCI à l'horizon 2016-2017. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui se permettre de demander le départ de l'ONUCI, surtout quand, quelqu'un le disait dans le magnéto tout à l'heure, surtout qu'on ne sait pas ce que nous réserve encore l'après-élection présidentielle, Jean-Claude? Moi, je pense que l'ONUCI partira en tout cas de la Côte d'Ivoire. Oui, tôt ou tard. Tôt ou tard, l'ONUCI partira. Donc que les gens se rassurent à ce niveau. L'ONUCI partira parce que l'ONUCI était au Libéria, l'ONUCI n'est plus au Libéria, dans Sierra Leone n'est plus en Sierra Leone, l'ONUCI était dans plusieurs pays. Et je dis l'ONU, je veux dire l'ONU, c'était dans plusieurs pays, l'ONU est partie. Donc l'ONU partira de la Côte d'Ivoire. Et de deux, l'ONU est là parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un problème de crise. Il n'y a rien fait de crise en Côte d'Ivoire. L'ONU n'est pas venue comme ça. L'ONU est venue à la demande des autorités ivoiriennes. En l'occurrence, à l'époque, à la demande du président Laurent Gbagbo. L'ONU n'est pas venue s'y mixer. La communauté internationale n'est pas venue s'y mixer, en tout cas, dans le débat ivoirien. Comme ça. C'est sous autorisation des autorités. Maintenant, vous dites, quelque pour part, rectifier un peu ce que certains disent, l'ONUCI n'est pas venu pour, comment on appelle ça, assurer la sécurité de quelques personnalités politiques qui à l'époque étaient dans l'opposition, comme on veut le faire croire. L'ONUCI est venu pour assurer la sécurité de tous les Ivoiriens, pour assurer la sécurité du processus électoral, pour permettre aux Ivoiriens d'aller aux élections et pour permettre aux Ivoiriens de sortir d'une crise, une grave crise. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, tout ça, moi, ça m'amuse. Quand je vois le chef de l'État en train de demander à l'ONUCI de partir, ça m'amuse. Vous n'y croyez pas? Je dirais du bluff. Parce que Laurent Gbagbo, qui est traité de chauvin, qui est traité d'ultranationaliste, n'a pas pu faire partie de l'ONUCI. Il avait demandé à ce que l'ONUCI s'en aille et on lui a dit non, pas question. Ce n'est pas Alassane Ouattara que l'ONU a porté dans les bras pour le mettre au pouvoir. Ce n'est pas lui qui va demander, à l'ONU de partir. Les MI-24 de l'ONUCI qui avaient ouvert le feu à Daloa, qui ont ouvert le feu à Abidjan, ça c'est une réalité ou bien? C'est pas une réalité. Cela découle de quoi? Non, ils ont ouvert le feu. Ils ont ouvert le feu. Quand on ouvre le feu et qu'on porte Ouattara au pouvoir, et il ne va pas demander. C'est du bluff. Il a décidé lui-même de créer une crise armée. Donc, il a su. Je ne rentre pas dans les débats de Laurent Gbagbo ne voulait pas partir parce que ça va nous faire remonter un peu qui a gagné les élections et tu vois, on va s'éterniser. J'ai dit, est-ce que Alassane Ouattara a le pouvoir diplomatique de faire partie de l'ONUCI? L'ONUCI peut partir de la Côte d'Ivoire, mais l'ONUCI partira de la Côte d'Ivoire quand l'ONUCI aura jugé nécessaire de partir de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui va demander à l'ONUCI de partir. Alors, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de télécharger notre magazine numérique ici à Abidjan à l'adresse
www.iciabidjan.info. Jean-Claude Koulibaly du Patriote, Tiabiché de LG Info. Merci d'avoir revisité avec moi l'actualité de cette semaine et, comme on dit, à la semaine prochaine. Merci. Cent pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove.